Ce générique, cette musique, c'est celle de la célèbre émission La Source de Vie, l'émission créée en 1962 et réalisée depuis sa création jusqu'à aujourd'hui par le grand rabbin Josie Eisenberg. Le grand rabbin Eisenberg, qui, comme certains l'appelaient, a beaucoup d'affection, Josie, qui nous a quittés dans la nuit de jeudi à vendredi subitement. Il s'est éteint dans son sommeil à l'âge de 84 ans. Moins 4 jours, et il sera inhumé mardi 12 décembre à Jérusalem, le jour même de son 84e anniversaire. Hier, en apprenant son décès, le président de la République, Emmanuel Macron, lui a rendu un hommage appuyé dans un communiqué. Le grand rabbin Josie Eisenberg présentait chaque dimanche le visage souriant d'un judaïsme tourné vers le dialogue des sagesses. C'était une grande âme du judaïsme français, qui, pendant plus d'un demi-siècle, n'a cessé de puiser à la source de vie d'une spiritualité à mesure humaine et de transmettre avec bienveillance et simplicité toutes les facettes de la pensée juive. Lui qui avait connu la guerre et les persécutions fut un homme d'ouverture, de réconciliation et de tolérance, a dit le président de la République dans ce communiqué. Le ministre de l'Intérieur en charge des cultes, Gérard Collomb, a salué pour sa part la mémoire d'un homme de lettres, passeur de savoir à la figure familière pour les téléspectateurs dominicaux. Fin de citation. Quant au grand rabbin de France, Raïm Corsia, il a sur sa page Facebook, peu avant l'entrée du Shabbat et peu après avoir appris la disparition du grand rabbin Josie Eisenberg, présenté ses condoléances aux proches et à la famille du grand rabbin. Je salue une personnalité importante dans la reconstruction du judaïsme français d'après-guerre, un homme d'une grande intelligence et d'une grande curiosité, a dit le grand rabbin Raïm Corsia. Alors avant de parler du grand rabbin Josie Eisenberg avec ceux qui l'ont très bien connu, comme le rabbin Jaco Grunewald qui est ici à nos côtés, avant de revenir sur ce qu'il représentait pour l'ensemble de la communauté juive, pour des centaines de milliers de juifs de France, de téléspectateurs non juifs également, je voudrais tout d'abord rappeler brièvement les principales étapes de sa biographie. Josie Eisenberg est né le 12 décembre 1933 à Strasbourg, dans une famille orthodoxe d'origine polonaise. Pendant la guerre, il se réfugie avec ses parents à Limoges, puis parvient à passer en Suisse et donc à échapper à la Shoah. Après la guerre, il fait ses études secondaires à l'école Akiba, qui est dirigée alors par Beno Gross. Après avoir passé son baccalauréat, il fait une rencontre qui va transformer sa vie. Il fait la connaissance du grand rabbin Henri Chili, qui est alors directeur du séminaire israélite de France. Le grand rabbin Chili lui explique que 3/4 du rabbinat français a péri pendant la Shoah et qu'il est à la recherche de jeunes comme lui qui pourraient embrasser une carrière rabbinique. Josie Eisenberg répond à l'appel du grand rabbin Chili et se retrouve au séminaire. Parmi ses camarades de promotion, il est très proche du défunt grand rabbin Saül Naouri et Ibadé Lechaïm du rabbin Jaco Grunewald, qui est donc à nos côtés ce matin et qui deviendra par la suite, comme lui, dirons-nous, un rabbin très médiatique. Il suit parallèlement des études de lettres puis d'histoire à l'université. À sa sortie du séminaire et après son service militaire, il sera rabbin de la communauté de Montmartre, de la rue Saint-Isor. Puis il deviendra le secrétaire particulier du grand rabbin de France, Jacob Kaplan, entre 1961 et 64. Et c'est alors qu'il occupe ce poste qu'il prend l'initiative de créer une émission juive tous les matins dans le cadre des programmes religieux de la seconde chaîne que l'on appelait à l'époque Antenne 2, une émission qui le rendra célèbre, mais avant tout une émission que lui-même rendra célèbre par son talent d'orateur, de conteur, par sa très haute tenue intellectuelle. Depuis 1962 jusqu'à son dernier souffle, le grand rabbin Josie Eisenberg a été le mythique présentateur, réalisateur et producteur de La Source de Vie, à laquelle il faut associer les émissions à Bible ouverte puis Judaïka. Grâce à ce que l'on appelait l'émission juive du dimanche, le grand rabbin Josie Eisenberg va permettre pendant des décennies à des centaines de milliers de juifs de rester juifs. Chaque dimanche, il sera le lien de ces juifs et même des plus pratiquants, même des non-juifs, avec l'histoire du peuple juif, avec la tradition juive, avec la richesse de l'enseignement de la Torah, également avec l'État d'Israël. Le grand rabbin Eisenberg était chevalier de la Légion d'honneur, officier de l'Ordre national du mérite et commandeur de l'Ordre des arts et des lettres. Il a réalisé des milliers d'émissions, écrit une vingtaine d'ouvrages et a été le co-scénariste du très célèbres aventures de Rabbi Jacob. Le grand rabbin Josie Eisenberg avait 4 enfants, dont l'un n'est autre que Marc Eisenberg, le président de Kalita en Israël et le président de l'Alliance israélite universelle en France.
Permettez-moi, au nom de la rédaction de cette heure d'actualité, au nom de toute l'équipe de Studio Qualita, de lui présenter ainsi nos condoléances attristées. Mais avant de prendre la parole, avant de donner justement la parole à son ami d'enfance et son collègue dans le rabbinat médiatique, le rabbin Jaco Grunewald, permettez-moi peut-être de rajouter à cette biographie une note personnelle. Dans notre famille, on connaissait le rabbin Josie Eisenberg parce qu'il était le beau-frère d'ami intime de mes parents, mais aussi parce qu'il était l'ami intime du grand rabbin Saïd Naouri, qui avait permis à mon père, alors jeune rabbin d'Algérie, de s'installer à Nice en douceur dans un poste rabbinique juste avant l'exode massif des Juifs d'Algérie. Mais au-delà de cette proximité, Josie était devenu, pour l'adolescent que j'étais, qui était déjà tenté par le monde des médias, un modèle, un homme que j'admirais pour 2 raisons essentielles. D'abord, pour son savoir encyclopédique, que ce soit en Torah et en connaissances générales. Depuis très jeune, lorsque, comme des dizaines de milliers de juifs et de non-juifs, je suivais la source de vie chaque dimanche, j'étais impressionné par sa capacité à jongler brillamment entre ce savoir toranique et cette immense culture qu'il possédait. Et je lui enviais ce talent fou à présenter tel texte de la Torah, de la Bible, avec un maximum de clarté. Le meilleur hommage que je puisse lui rendre après sa disparition, c'est que depuis 35 ans que je vis en Israël, je n'ai jamais retrouvé à la télévision israélienne, dans la télévision israélienne, toute chaîne confondue, une émission liée à l'étude et au trésor du judaïsme qui s'approchait de la qualité et de la profondeur hors norme de la source de vie. Et à ceux qui voudraient peut-être vérifier ou comprendre ce que je dis, eh bien, je suggère de visionner la série d'émissions de la source de vie consacrée à la prière, à la Hamida, aux 18 bénédictions, dans laquelle le rabbin Josie Eisenberg dialogue de manière impressionnante avec le rav Adin Steinsaltz. Nous en reparlerons probablement dans quelques instants avec l'un de nos invités, Michel Alouche, qui a bien connu la relation d'amitié profonde entre Josie Eisenberg et le rav Adin Steinsaltz. La seconde raison pour laquelle j'admirais Josie Eisenberg, eh bien, c'est parce qu'en tant que journaliste, eh bien, j'étais passionné par ce rabbin qui, avant tous les autres, dès le début des années 60, et peut-être avec vous, Jaco, avait compris l'impact des médias et le bien que l'on pouvait en tirer. Loin de s'offusquer du contenu peut-être pas toujours très prude de la télévision, il avait compris qu'il pourrait se servir de ce formidable outil pour rendre le judaïsme accessible à tous, car je pense que c'est ce qu'il considérait être sa mission, rendre le judaïsme accessible à tous, le faire comprendre aux juifs comme aux non-juifs et sensibiliser les deux à cet extraordinaire message de vie, d'espoir et d'éternité qu'est la Torah. Et c'est probablement peut-être pour cela qu'il a été, comme nous allons le voir, la Chavruta et l'ami du Rav Steinsaltz, qui a réussi lui aussi l'exploit de rendre le Talmud accessible à tous. Lorsque l'on demandait à Josie Eisenberg pourquoi il n'avait pas été à la fois rabbin de communauté et réalisateur de la source de vie, eh bien il répondait que grâce à la télévision, il était devenu le rabbin de la plus grande communauté de France, celle de ses téléspectateurs. Et effectivement, grâce à lui, des dizaines de milliers de juifs de France ont découvert la beauté du judaïsme. Grâce à lui, des milliers ont retrouvé la voie du retour, non seulement vers leur identité juive, vers la Torah, mais aussi vers la terre d'Israël, dont ils savaient présenter la richesse et la complexité, et où ils se sentaient bien. Évoquant son souvenir, le guide spirituel de ma communauté à Jérusalem a rappelé vendredi soir que le nom de Yosef était à rapprocher de Asaph, de rassembler. Pendant plus de 55 ans, le grand rabbin Yosef Josie Eisenberg a rassemblé devant le petit écran des centaines de milliers d'exilés de notre peuple et les a aidés à retrouver la voie avec un grand V. Pas de doute que cette grande figure du judaïsme français a ainsi bien gagné son Olam Haba, Yehi Zichro Baruch. Alors, après cela, après ces paroles, je me tourne vers vous, Jaco Grunewald, vous qui avez, comme je le disais, bien connu Josie Eisenberg, je pense depuis plus de 60 ans. Racontez-nous d'abord votre rencontre et parlez-nous de votre amitié avec lui. D'abord, je voudrais vous dire que vous avez tout dit. Non, je suis impressionné par voir tous les détails que vous avez pu exposer, et la kavana, le cœur avec lequel vous avez parlé. Merci. Voilà. Et bon, la rencontre, c'est une rencontre d'enfance. C'est une rencontre d'enfance. Oui. N'est-ce pas, à Strasbourg, avant la guerre, j'allais de façon très, très régulière chez mon oncle, qui habitait rue Kuhn, et au 24 rue Kuhn. Et la maison à côté, eh bien, était celle des Eisenberg. Donc, par conséquent, il était tout à fait naturel
que nous devenions amis. Et nous étions véritablement amis lorsque nous étions enfants. Et puis, nous nous sommes retrouvés à Limoges. Pendant la guerre. Mais pendant la guerre. Et moi aussi, je suis passé en Suisse. Ah, vous êtes passé avec lui? Non, ou pas, auprès... non, mais justement, je ne savais pas. Je ne savais pas. Et je l'ai retrouvé où et quand? Avant la fin de la guerre, mais lorsque Limoges avait été libéré, et que par conséquent, on a rapatrié, je pense, une partie des enfants de la région qui avaient pu, grâce à ces passeurs extraordinaires qui ont mis leur vie en danger, n'est-ce pas? Il faut leur rendre hommage constamment. Et dans le train qui nous ramenait, il y a tout à coup un jeune garçon qui vient vers moi et qui dit « Tu ne me reconnais pas ?» Et moi, dans ma naïveté, je dis non. Et je continuais. Et il me dit « Alors, mais enfin, je suis Joseph, ton meilleur ami. » Et j'ai répondu fièrement, et je m'en souviens, alors que ma mémoire, ma foi, a beaucoup de blanc, mais ça, je ne l'oublierai jamais. Je lui ai dit, et encore une fois, je répète dans ma naïveté, mais non, mon meilleur ami, c'est Josie. Bon, alors, ça c'est un souvenir. Bon, ensuite, nous nous sommes retrouvés à Strasbourg de nouveau, à Limoges de nouveau, oui. À Limoges, mais lui, immédiatement, ses parents, après la guerre, sont partis à Strasbourg. Nous sommes restés à Limoges, où mon père a assuré des responsabilités dans la communauté, et j'ai retrouvé Josie alors au séminaire. Voilà. Alors au séminaire, c'est une période assez particulière. Ce sont les débuts des années du Grand Rabbin Chili où effectivement le Grand Rabbin Chili essaye de mobiliser des jeunes après la période de la Shoah qui a affecté considérablement le rabbinat. Mais moi, je n'avais pas rencontré le Grand Rabbin Chili avant d'entrer dans la rue Vauquelin, oui. Avant d'y pénétrer. Moi, ce qui m'a persuadé, c'est tout simplement une affiche, oui. Qui était placardée dans ce qui servait plus ou moins de synagogue à Limoges. Alors... Et cette affiche disait exactement ce que vous avez évoqué, à savoir qu'on avait besoin de gens. Bon, alors, on avait besoin de rabbins. Voilà, alors, durant vos études au séminaire, est-ce qu'on peut dire que Josie était dominant parmi les élèves du séminaire? C'était un homme qui était un peu anticonformiste ou il suivait la voie des études du séminaire? Bon, écoutez, Josie était un chahuteur. Mm-hmm. On était tous plus ou moins chahuteurs. Oui. J'aimerais bien le rester encore un peu aujourd'hui d'ailleurs, mais c'est pas toujours facile. Bon, non, Josie était entré au séminaire une année plus tôt, mais il se trouve que nous formions là-bas un groupe de 4 qui nous sommes retrouvés. Et moi, je suis si triste de me retrouver aujourd'hui sans Jérôme Cahen, sans Shaul Naouri, n'est-ce pas, et sans Josie maintenant. Bon, alors, nos relations se sont distendues ces dernières années parce que je n'allais plus à Paris. Je suis ici. Josie qui avait été frappée ici par un coup d'une maladie. Je dis un coup parce qu'effectivement, c'était brusque et on était tous surpris, encore qu'on savait que sa santé n'était pas parfaite. Vous m'avez posé une question concernant sa position au séminaire. Bon, Josie a toujours été très brillant. Oui. N'est-ce pas? Et vous l'avez dit, pendant qu'il était au séminaire, il a fait une licence d'histoire. N'est-ce pas? Je me rappelle, nous avions des cours de philosophie d'un homme extraordinaire parce qu'il connaissait Platon de A à Z. Mais connaître Platon de A à Z, encore faut-il réussir à faire aimer Platon. Oui. N'est-ce pas? Et comme cet homme qui était notre maître en philosophie, c'était le professeur Schul, qui était mondialement connu, mais il n'avait en tête que Platon, n'est-ce pas? Alors, naturellement, à force de platonner, si j'ose dire, mais Josie, lui, que faisait-il? Il lisait Platon. Il lisait Platon. Au lieu d'écouter seulement les cours du professeur.
Alors, on peut dire que vous avez eu un parcours presque semblable, puisque vous avez été vous-même le fondateur et le directeur mythique aussi de Tribune Juive. Qu'est-ce qui a fait que, à votre avis, Josy s'est orienté sur les médias, sur la télévision à une époque, donc au début des années 60, où vraiment c'était pas tout à fait la voix qui était une voix d'un rabbin, on va dire, conformiste, ou ce n'est pas le parcours régulier d'un rabbin à l'époque. Écoutez, puisque nous parlons de souvenirs d'enfance, je me rappelle justement qu'un jour, Josy m'avait parlé de télévision et moi, je ne connaissais pas le mot. Ah oui. Je ne connaissais pas. La télévision n'était pas encore introduite en France. Mmh. Et lui, il savait déjà ce que c'était. En Amérique, oui. Oui. Hein? Et alors, je me rappelle très, très, très bien qu'il m'en avait parlé. Et bon, je pense que il était normal à partir du moment où on pouvait se sentir sûr, où on était intelligent et par conséquent prévoir ce qui allait arriver à Roé et à Nolad, n'est-ce pas, ce qui déjà était en train de se faire, qui était en train de naître, qu'il y avait ici un outil extraordinaire. Bon, Josy avait à la fois la possibilité, le bagou que nous connaissons, le sens de la répartie, les connaissances que vous avez évoquées. Même l'humour. Bien sûr, c'est bien sûr, bien sûr. Hein? Mais et par conséquent, bon, il était l'homme indiqué pour cela. Il était l'homme indiqué pour ça. C'est lui qui, à ma connaissance, n'est-ce pas, a demandé au grand rabbin Kaplan, qui a été le véritable patron, n'est-ce pas? Le grand rabbin de France est le patron de ces émissions-là. Et par conséquent, bon, la suite, tout le monde la connaît. Et donc, il s'est lancé. Vous l'avez accompagné. Vous étiez proche à cette époque du lancement de la Source de Vie. Oui, au début, j'étais proche de la Source de Vie dans la mesure où le journal, à son tour, était un relais. Mais c'était tout à fait au début, n'est-ce pas? Disons, pendant les premières années. Les gens n'étaient pas encore habitués à la télévision. Ils avaient, en tout cas une partie des gens, ils maniaient le papier. Hein, et regardez, par conséquent, c'est dans le papier qu'on leur annonçait ce qui allait arriver. C'était vous qui, avec Tribune Juive, annoncé aux Juifs de France qu'ils devaient suivre l'émission de la Source de Vie le dimanche matin. C'est pas que je leur disais il faut suivre. Mais nous communiquions. Nous communiquions le titre de l'émission, l'heure de l'émission, bien sûr. Et là, nous avons fait un certain travail. Alors, qu'est-ce qui, à votre avis, a fait le succès de cette émission qui, si je ne m'abuse, je crois que c'est l'émission la plus ancienne du PAF, hein, du paysage audiovisuel français. Qu'est-ce qui a fait ce succès de la Source de Vie? C'est Josy Eisenberg. C'est lui. C'est lui. N'est-ce pas, encore une fois, son intelligence, ses connaissances, vous en avez parlé, vous avez dit exactement ce qu'il fallait dire. Et il n'aimait pas les vacances. Il n'aimait pas les vacances. C'était un travailleur. C'était un travailleur. Et alors, non seulement il animait la télévision, comme nous l'avons vu, mais il réalisait ses émissions. C'est-à-dire, c'est lui qui faisait qui coupait. Il était là devant ses claviers et faisait le montage. Il faisait tout. Il faisait tout. Et le fait que cette source de vie ne s'est jamais tarie, elle s'est poursuivie d'année en année. Il y avait chez lui cette capacité cette curiosité, comme l'a dit peut-être, je ne sais pas, je crois que c'était le grand rabbin de France, Chaim Corsia, qui a dit qu'il était curieux. C'était aussi un de ses traits de caractère. Écoutez, sans curiosité, vous n'avancez pas. Oui. Et lui était curieux. Bon, écoutez, je ne peux pas vous dire s'il était curieux, pas curieux, etc. Mais enfin, il s'intéressait à tout ce qui lui paraissait digne d'intérêt. Oui. Et c'est ce qui a rendu, à votre avis, cette émission
célèbre et à la fois suivi par... Le judaïsme français de cette époque, hein, des années 60, 70, 80, c'est un judaïsme français qui est on va dire, qui ne ressemble pas à celui que l'on connaît aujourd'hui. Comment, on va dire, est-ce que, à votre avis, Josie l'a poussé vers le haut, vers un retour vers l'identité juive de différentes manières? Écoutez, je n'ai pas réfléchi à cette question, mais disons que je dirais la chose suivante. Il y avait toujours une certaine admiration pour l'autre. Oui. Du côté des Juifs, n'est-ce pas? Oui. Et lorsque le Goï faisait quelque chose, hein, eh bien, cela méritait d'être imité. Oui. Hein? Bon, dans une certaine mesure, nous savons bien. Donc, il y avait des émissions dominicales. Oui. Hein? Et voir tout à coup que on était capable, nous, mais c'était lui, hein, de faire la même chose, de faire mieux. Oui. Parce que, bon, je n'ai pas suivi de façon régulière en faisant des comparaisons, mais sans vouloir vexer l'un ou l'autre présentateur des autres émissions, j'ai toujours trouvé qu'il n'arrivait... Bon, Josie était plus brillant. Oui. Et puis, il tenait tout cela. Et c'était son émission. Oui. Hein? Et encore une fois, il a magnifiquement mené cela jusqu'au bout. Il y a aussi peut-être, c'est une question que je poserai au grand rabbin Sirat qui va nous rejoindre dans quelques instants, est-ce qu'il y avait dans sa personnalité ce paramètre que je mentionnais qui réside dans son nom, de Yosef, sauf cette capacité de rassembler? C'était un homme de rassemblement, de rapprochement, c'était pas un homme qui était sectaire? Non, il n'était certainement pas sectaire. Il avait la capacité de rassembler, mais peut-être, je dis peut-être, je ne suis plus sûr, parce que disons que son intelligence le plaçait quand même très au-dessus de beaucoup de gens, et par conséquent, il pouvait y avoir une certaine distance. Entre l'interlocuteur en face de lui et puis cet homme qui jonglait, qui n'en pensait pas moins, même si de temps en temps, il faisait plaisir à celui qui était son vis-à-vis. Alors merci Jaco Grunewald, merci monsieur le rabbin Jaco Grunewald. Nous allons marquer une petite pause et on se retrouve avec le grand rabbin René Samuel Sirat qui nous a rejoint dans ce studio pour parler et pour évoquer le souvenir du grand rabbin Josie Eisenberg. Voilà, il est 8h40 sur Studio Kalita. On remercie le rabbin Jaco Grunewald de nous avoir livré son témoignage. Il a dû partir. Et nous sommes heureux d'accueillir dans ce studio le grand rabbin René Samuel Sirat, l'ancien grand rabbin de France. Monsieur le grand rabbin, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov, et merci. Merci d'être venu, d'avoir fait le déplacement jusqu'à notre studio pour rendre hommage à une grande figure que vous avez bien connue également depuis longtemps. Je ne sais pas si c'est aussi longtemps que Jaco Grunewald, mais cela fait plusieurs décennies que vous avez connu. Oui. Alors racontez-nous vous aussi votre rencontre avec Josie Eisenberg et ce qu'il représentait pour vous. Alors, tout d'abord, nous sommes amis depuis plus de 70 ans. Ah oui. Et nous nous sommes rencontrés à la yeshiva d'Aix-les-Bains, où le grand rabbin Naouri, notre maître, le maître du grand rabbin Chouchna et du grand rabbin Shaoul Naouri, et le mien, nous avait envoyé à la yeshiva d'Aix-les-Bains parce que... Le grand rabbin Rachamim Naouri. Le grand rabbin Rachamim Naouri, qui était notre maître, et parce que nous en Algérie, nous n'avons pas connu, nous n'avons pas su les horreurs de la Shoah. C'était une révélation en 1945. Et à ce moment-là, le grand rabbin Naouri nous avait dit à tous les trois, le judaïsme français a été détruit par les Allemands, il faut maintenant reconstruire. Vous allez les trois, c'était le grand rabbin Saül Naouri, son fils, le grand rabbin Chouchna et moi-même. Et vous-même.
Et alors, donc, nous sommes allés quelques mois après la fin de la guerre, à peine un an peut-être, et c'est là que j'ai connu le jeune Josie Eisenberg qui venait de faire sa bar mitzvah et qui avait été envoyé par ses parents à la yeshiva, comme selon la tradition ancienne. Et nous avons eu 70 ans d'amitié, sans ombre. Nous avons eu de grands moments. Nous avons essayé ensemble, effectivement, de reconstruire le judaïsme français. Nous avons mis l'accent l'un et l'autre, durant toute notre carrière rabbinique, sur l'enseignement, sur la nécessité de faire connaître la Torah au plus grand nombre. Et nous avons choisi des voies parallèles. Moi, j'ai choisi de veiller au développement de l'enseignement de l'hébreu, etc. Lui avait choisi une voie encore plus importante à mes yeux, c'est celle de l'enseignement par les médias. C'était un éducateur dans l'âme, Josie ? Tout à fait. C'était un historien. C'était quelqu'un qui avait beaucoup travaillé, qui avait beaucoup étudié et qui savait transmettre son enseignement. Et je dois dire que je l'ai beaucoup admiré tout au long de sa carrière parce que être capable de mener à bien une carrière d'un demi-siècle dans tous les dimanches. Dans ce monde particulier qui est celui des médias. Et finalement qui est divers. Quand on est professeur de littérature hébraïque, c'est déjà un choix, et c'est déjà difficile. Mais alors, lorsqu'on a affaire tous les dimanches à un autre enseignant ou un autre intellectuel ou d'une discipline différente, il faut par conséquent, et il était toujours admirablement à la hauteur de son interlocuteur et capable de dialoguer avec lui dans tous les domaines de la science juive. Et ça, j'ai toujours admiré. Il était donc capable, et jusqu'à la semaine dernière, j'ai encore vu son émission et admiré le talent de cet homme qui était vraiment à la place qu'il fallait pour faire connaître le judaïsme, ses beautés, sa grandeur, ses valeurs. Et par conséquent, c'est une grande perte pour le judaïsme français. C'est la décision de Dieu, nous ne pouvons pas nous élever, mais et c'est pour moi une très grande souffrance quand j'ai appris vendredi, juste avant Shabbat, le rappel à Dieu de mon ami Josie Eisenberg. Qu'est-ce qui, à votre avis, a fait son succès ? C'est cette capacité d'être, ce que j'appelais cette capacité, ce savoir encyclopédique. C'était sa capacité de simplifier les choses et de savoir les présenter. Savoir les présenter, savoir les résumer. C'est-à-dire que l'enseignement, il faut avoir le sens de l'ouverture et préparer l'auditeur, puisque c'était surtout des médias, l'auditeur à comprendre le sujet nouveau qu'on abordait ce jour-là, mais aussi savoir résumer et laisser l'auditeur repartir enrichi par le résumé de la science qui était diffusée pendant une demi-heure et savoir aller directement à l'essentiel et insister sur les points importants. Ce qui était marquant dans cette émission de Josie Eisenberg, c'était, on va dire, la pluralité des invités qui y venaient. Il y avait, on pouvait retrouver à la fois les représentants du judaïsme le plus orthodoxe et des représentants du judaïsme le plus, on va dire, libéral. Toutes les tendances y étaient représentées. C'est ce qui a fait aussi, d'une certaine manière, la réussite de cette émission et qui a permis sa longue durée. L'ouverture sur le monde. Il y avait une des dernières émissions que j'ai vues, c'est celle où il a invité une femme rabbin libérale de Paris et un imam, ou en tout cas un lettré musulman. Ils ont écrit ensemble un livre et ils en ont rendu compte. Et ce que j'admirais chez Josie, c'est de savoir trouver les gens qu'il fallait inviter, qu'il invitait et qui pouvaient donc poser des problèmes nouveaux à ceux qui n'étaient pas toujours ouverts à tel ou tel aspect de l'enseignement du judaïsme. Ça, je trouve que c'était admirable. Et il était au niveau. Ça veut dire que même dans un domaine qui n'était pas celui qu'on a l'habitude d'enseigner, l'enseignement de Rashi sur la Torah, etc., en principe, chacun doit étudier la Torah et les commentaires, mais il avait l'ouverture sur des problèmes très difficiles, par exemple, les problèmes médicaux
et avec tous les progrès que la médecine a connus ces dernières années, ces dernières décennies. Donc, et il savait discuter d'égal à égal, en quelque sorte, avec le spécialiste qu'il invitait à parler dans son studio. Par rapport à l'État d'Israël, on sait qu'il a permis de rapprocher des milliers et des milliers de juifs du judaïsme, de leur permettre de retrouver leur identité, mais il a aussi été un vecteur d'amour pour l'État d'Israël. Lui-même, dans ses émissions, il se déplaçait régulièrement en Israël, il produisait une partie de ses émissions en Israël. Quelle était la place d'Israël dans la carrière, dans l'histoire de Josie Eisenberg ? Tout à fait. Je dois dire qu'un rabbin dans la diaspora, après la création de l'État d'Israël, ne pouvait pas s'empêcher de cette partie fondamentale de son enseignement à transmettre sur l'amour d'Israël et sur la place de Jérusalem dans toute l'histoire juive et dans toute l'économie du judaïsme. Il est évident que Jérusalem est le centre du judaïsme, même lorsque pendant des siècles et des siècles, Jérusalem n'était qu'un vœu, n'était qu'une illusion, n'était qu'un espoir, n'était qu'une espérance fondamentale. Mais les Juifs ont su garder l'amour de Jérusalem pendant non seulement des siècles, mais des millénaires. Donc, et lui, il a été le vecteur. L'un de ces rabbins, mais je crois qu'on peut dire que tous les rabbins que moi j'ai connus pendant la période depuis 1945-50 jusqu'à aujourd'hui, tous les rabbins consistoriaux ou non consistoriaux étaient sur le plan de l'amour d'Israël et de l'amour du judaïsme, tout à fait à l'intérieur de la communauté. Et c'était très important parce que finalement, il faut voir que nous avons introduit la prière en faveur d'Israël le samedi à la synagogue. Toutes les synagogues consistoriales récitaient la prière pour la France et la prière pour Israël. Et quand on m'a interrogé à la télévision après mon élection comme grand rabbin de France, on m'a demandé quels seraient mes rapports avec Israël. J'ai dit finalement, on ne distingue jamais entre l'amour qu'on a pour un père et l'amour que l'on a pour une mère. Je crois qu'il était important d'une fidélité à la France qui était notre patrie, mais aussi à la patrie spirituelle et intellectuelle qui était le judaïsme et Israël. Et je crois que tous les rabbins ont toujours répondu présent chaque fois qu'il y avait une cérémonie en faveur d'Israël ou à l'occasion de telle ou telle manifestation. Je voulais peut-être vous demander une anecdote qui résumerait la relation que vous aviez eue avec Josie Eisenberg. Est-ce qu'il y en a une qui vous vient à l'esprit ? Est-ce qu'il y a une histoire particulièrement marquante, que ce soit peut-être des années du séminaire où je ne suis pas sûr que vous étiez exactement, vous n'étiez pas exactement en même temps. À la yeshiva, mais pas au séminaire. Mais en fait de la longue carrière de Josie Eisenberg. Tout à fait. Et je voudrais peut-être juste faire rappeler brièvement l'émission qu'il a fait à la Source de Vie lorsqu'il y a eu passation des pouvoirs entre le vénéré grand rabbin Jacob Kaplan et votre serviteur. Et là, il a su mener c'était une émission difficile à mener parce que finalement, il y avait un départ et une arrivée. Et puis deux rabbins qui n'étaient pas... Non, nous avions toujours de très bonnes relations avec le grand rabbin Kaplan. Je lui suis très reconnaissant de l'aide qu'il m'a apportée lorsque j'étais élève rabbin. Et finalement, après mon élection et après mon mandat de 7 ans de grand rabbin de France, chaque fois que j'allais le voir et chaque fois que j'allais lui poser une question ou discuter avec lui ou dialoguer, finalement, il m'a toujours reçu admirablement. Alors pour cette émission ? L'émission, il a su mener, il était sur un chemin de crête, et parce que ce n'était pas si facile que ça, il avait intitulé les deux grands rabbins, l'émission, donc le grand rabbin sortant et le grand rabbin entrant, et il a su poser des bonnes questions et calmer le jeu, parce que ça aurait pu être une émission délicate à mener, mais il avait le talent pour cela.
Alors merci, monsieur le grand rabbin Sirat. Je vous invite à rester avec nous dans le studio, mais je voudrais parler d'un aspect de l'histoire de la source de vie avec notre ami Michel Allouche, qui est le traducteur des œuvres du Rav Adin Steinsaltz et qui a été témoin lui-même de cette amitié entre le rabbin Josie Eisenberg et le Rav Adin Steinsaltz. Et je disais, et peut-être que Michel confirmera ou infirmera ce que je disais tout à l'heure, que peut-être qu'il y avait une communion de destin, une volonté commune des deux rabbins, de ces deux rabbins, de rendre le judaïsme accessible à tous. De la même manière que Josie Eisenberg, à travers ses émissions, a voulu rendre le judaïsme accessible à tous, le Rav Adin Steinsaltz a voulu rendre les textes du judaïsme, le Talmud, la Gemara en particulier, accessible à tous. C'est à votre avis ce qui les a rapprochés, puisqu'il y avait une amitié très, très proche? Oui, tout à fait. Juste avant que je vienne à parler des relations de Josie Eisenberg avec le Rav Steinsaltz, je ne peux pas m'empêcher, j'ai eu du mal à maîtriser mon émotion tout à l'heure en voyant le générique de La Source de Vie. Je suis moi-même né à La Flèche, et dans un petit village, nous étions la seule famille juive. Et je peux dire que La Source de Vie a été pour moi, dès le début, alors que nous venions d'acquérir la télévision, quelque chose comme un Talmud Torah. Et je peux dire que c'est là que ma soif du judaïsme, ma soif d'Israël a été éveillée. Donc, je tenais à le souligner. Quant aux relations avec le Rav Steinsaltz, il est évident que le rabbin Josie Eisenberg avait une très grande admiration pour le Rav Steinsaltz. Peut-être pour ce que vous venez de dire, il n'a pas hésité dans l'une de ses introductions à le qualifier de Rashi des temps modernes. Et effectivement, de cette volonté de mettre le judaïsme à la portée de tous. Et j'ai quant à moi eu le privilège, dans ce contexte des relations entre le rabbin Josie Eisenberg et le Rav Steinsaltz, de connaître personnellement. L'histoire est que la première fois en vérité que je les ai rencontrés tous les deux, c'était à Toulouse. Il y avait alors le Rav Steinsaltz qui donnait une conférence sur la mystique du Rambam. Et Josie Eisenberg le traduisait. Et à la suite d'une question que j'avais posée, le Rav Steinsaltz m'avait indiqué un livre qui venait de sortir en anglais, La Rose aux 13 pétales, un livre dont je suis tombé amoureux. Et pendant toute l'année, bien que je n'étais pas un traducteur professionnel, je suis moi-même ingénieur dans l'aéronautique, j'ai traduit ce livre. Un an après, j'ai donné le manuscrit au Rav Steinsaltz, qui immédiatement m'a dit écoutez, je vais donner ce manuscrit au Rav Josie Eisenberg, qui a relu à partir du manuscrit en hébreu. Et c'est comme ça que nous avons commencé à collaborer. Le livre est sorti sous la signature de Josie Eisenberg et de moi-même. Et depuis, j'ai continué à traduire. Josie Eisenberg est venu en Israël plusieurs fois, interviewer le Rav Steinsaltz. En vérité, il a toujours porté un intérêt pour la chassidoute et pour le chassidisme. Et c'est donc tout naturellement qu'il a créé ce contact avec le Rav Steinsaltz et l'idée d'émissions au pluriel. Il y en a eu énormément, puisqu'elles ont donné naissance à plusieurs livres, dont en particulier Le Chandelier d'or, qui est en fait une série d'entretiens autour de l'ouvrage de base de la Chassidut Rabbah, de l'Ikouté Torah, de Rav Shneur Zalman de Liadi, et qui recouvre l'ensemble des fêtes ici. Donc cette relation était, j'allais dire, une relation en quelque sorte de maître à élève. Il n'hésite pas à dire, je me permets de le citer ici, lorsqu'il dit dans une de ses introductions que si le Baal HaTanya, qui est donc le Rabbi Shneur Zalman Liadi, a su renouveler ma lecture du judaïsme, le Rav Steinsaltz a, lui, renouvelé son enseignement pour en faire un proche contemporain. Et permettez-moi juste d'ajouter, puisqu'il a été tellement, le Rav Josie Eisenberg, l'instrument de diffusion de la chassidoute en France et en français, et je ne peux pas voir un hasard au fait que sa disparition a eu lieu à la sortie de Yutet Kislev, qui est une grande fête chassidique, alors que les chassidim du monde entier fêtent non seulement la libération de l'Admour Hazeken, mais le début de la diffusion de l'enseignement de la chassidoute. Et donc, je crois que c'est un grand mérite pour lui. Et je sais qu'au-delà de cette relation, il entretenait une relation d'amitié avec le Rav Steinsaltz. Il se recevait musulman. Sa femme m'a dit hier qu'il venait souvent chez eux à la maison. Il venait même passer la nuit. Le Rav Steinsaltz aussi lui rendait visite. Et même, je sais qu'il venait régulièrement
à Kippour, prier avec les élèves de la yeshiva du Rav Steinsaltz, Rehov Mekor Chaim, la source de vie. Oui. Et ils étudiaient ensemble, ils s'asseyaient tout simplement avec tous les autres étudiants, ils étudiaient le soir de Kippour. Monsieur le grand rabbin Sirat, cette proximité du Rav de Josie Eisenberg pour les différents courants du judaïsme, la chassidoute, mais d'autres courants aussi. Hein, on ne va pas aujourd'hui faire de catalogage du grand rabbin Josie Eisenberg, mais c'était un homme qui recherchait tout, à savoir de Mikol Melabna Iskalti, comme on dit. C'est tout à fait ce que pour résumer cette situation, il était ouvert à tout. Il était ouvert aux différents courants, il était ouvert à tous ceux qui avaient un brin d'originalité. Il était prêt à les inviter pour leur demander de venir exposer leur position et pour dialoguer et être capable de dialoguer dans des domaines parfois extrêmement nouveaux. Je dois dire aussi que nous avons partagé l'amitié de monsieur le rabbin Steinsaltz, qui est aussi un ami, et nous avons ensemble travaillé et fait avancer en quelque sorte la traduction en hébreu de la Gemara a permis le développement considérable de l'étude des écritures importantes du judaïsme, et la Gemara et les Mefarshim, c'est un des domaines les plus importants de la science du judaïsme. Alors, je mentionnais tout à l'heure, lorsque je présentais et des souvenirs même d'enfants ou de jeunes adultes, une émission qui m'avait particulièrement marqué, c'était un dialogue entre le Rav Adin Steinsaltz et le rabbin Josie Eisenberg sur la Hamida, sur les 18 bénédictions. Une série a été tirée de ces émissions. C'était tout à fait impressionnant de voir deux hommes véritablement géniaux, tous les deux, dialoguer et expliquer de manière à la fois concise, simple, claire et précise la profondeur de ces 18 bénédictions que l'on a l'habitude de réciter presque à la va-vite tous les matins. Oui, je pense que c'est d'ailleurs un des thèmes favoris de Rav Steinsaltz, la tfila, la prière. Et effectivement, il y a eu toutes ces cérémonies. Il faut le signaler encore une fois pour les auditeurs, qui a donné naissance à un livre, L'Homme debout, ça s'appelle. Et comme d'autres livres, j'ai cité Le Chandelier d'or tout à l'heure, il y a aussi très récemment, je pense que c'était le dernier livre, L'Alphabet sacré. Et à titre personnel, dernier livre de Josie Eisenberg. Oui, aussi une série d'émissions sur la l'Alphabet avec le Rav Steinsaltz. Et je dois dire qu'il n'y a pas plus tard que 2 semaines, je me trouvais à Paris et j'ai parlé au Rav Josie Eisenberg. C'était un petit peu mon rêve, comme on dit en hébreu, l'isgor ma'agal, de faire cette émission. Je lui ai parlé de la prochaine traduction qui va paraître du Rav Steinsaltz, et on a donc évoqué la possibilité d'une émission supplémentaire pour témoigner de l'œuvre du Rav Steinsaltz et de cette 10e traduction que je faisais justement. Merci Michel Alouche. Monsieur le grand rabbin, comment expliquez-vous la longévité de Josie Eisenberg à la tête de cette émission Parce qu'il était le serviteur de la Torah et que la Torah est éternelle. Je dois dire qu'effectivement, il a consacré toute sa vie à développer encore des aspects nouveaux. Il ne se fatiguait pas, on avait le sentiment que... Non, il était, j'ose dire, inusable. C'est-à-dire qu'il avait terminé une émission, mais il en avait déjà 3 ou 4 qui étaient déjà en préparation ou presque prêtes, etc. Où il a essayé de donner le dernier coup de pouce. Je pense que c'était pour lui sa vie. Il a construit pendant 50 ans et il faut imaginer un instant ce que représente 50 ans d'émissions hebdomadaires. Et je me rappelle aussi des commentaires absolument admirables qu'il faisait lorsqu'il il présentait la cérémonie des déportés, c'est-à-dire le premier jour des Selichot Ashkenaz chaque année, et c'était une émission qui était consacrée à la Shoah, au rappel de la Shoah, à la cérémonie qui rappelait et qui rassemblait toute la communauté, quelle que soit l'origine, Ashkenaz, Sfarad, nord-africaine, etc., pour rendre hommage à toutes ces victimes qui est de la Shoah et à la nécessité de reconstruire, de rebâtir, de nouveau enseigner la Torah
aux jeunes juifs, de manière à ce qu'ils restent fidèles à la tradition de leur père. Merci, monsieur le grand rabbin René Samuel Sirat, d'être venu pour témoigner, pour exprimer votre émotion après la disparition du grand rabbin Josie Eisenberg. Avant de terminer cette émission, nous sommes en ligne avec Jonas Eisenberg, le petit-fils du grand rabbin Eisenberg qui est à Tel Aviv. Et Jonas, bonjour. Bonjour. Alors merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita et bien entendu la première question que l'on pose après avoir parlé de l'œuvre de Josie Eisenberg, de ce qu'il a été pour des centaines de milliers de juifs de France, pour ceux qui ont redécouvert leur judaïsme grâce à lui, qui l'ont approfondi, pour ceux qui suivaient cette émission La Source de Vie et qui le faisaient rentrer dans leur foyer chaque dimanche. Pour vous, c'était avant tout un grand-père, qu'est-ce qu'il représentait pour vous? D'abord, merci de me recevoir dans l'émission. Et oui, moi, je suis très ému. Et, on le comprend. Sous le choc. Et oui, pour moi, c'était d'abord un grand-père. Quand j'étais petit, je ne comprenais pas forcément ce que ça voulait dire, mais c'était un grand-père. Et pour moi, c'était une personne... qui avait aussi une part de mystère et aussi je savais que c'était, moi je l'appelais Papy Josie, mais en même temps je savais que c'était plus, et avec les années j'ai pris l'ampleur de ce qu'il représentait pour beaucoup de monde, et mais voilà, pour moi c'est quelqu'un qui a énormément compté, qui comptera toujours dans ma vie. C'était un grand-père, on va dire, un papy gâteau. C'était un grand-père qui plutôt était un grand-père intellectuel qui voulait faire passer aussi ses messages aussi à ses petits-enfants. Il avait les deux aspects. Je me souviens des cours, de Torah, quand il m'a aidé pour ma mitzvah, mais également, alors c'était le papy blagueur. Le papy blagueur, l'humour pour mon grand-père, c'était quand même... quelque chose de j'oserais dire de presque aussi sacré que la Torah, de ça quand même, mais moi, je sais pas si c'est un truc ou une honte, mais le seul livre de mon grand-père que j'ai terminé, c'est son livre de blagues. J'ai feuilleté beaucoup de ses autres livres, j'ai lu des passages, mais le seul livre que j'ai réussi à terminer, c'est un petit peu je pense le plus court, c'est son livre de blagues, et pour vous montrer à quel point l'humour juif, ça faisait partie de sa personnalité, et c'est important pour moi d'en parler. Qu'est-ce que l'on retient, qu'est-ce que vous retenez de ce que vous avez puisé vous-même à la source de Josie Eisenberg, à la source de vie? Beaucoup de choses. Moi, je voudrais raconter un petit souvenir que j'ai. Alors, c'est vague parce que j'étais tout petit, j'avais 6 ans, et il est venu nous faire une émission dans mon école. J'étais dans une école juive, une petite école juive à Paris, et il est venu nous faire une émission et nous filmer bon, parce que j'étais dans la classe, que ma classe était quelque chose d'assez émouvant. Je me souviens, j'étais petit et tout d'un coup il y avait des caméras. Et, bon, j'ai revu plus tard, plus grand, cette émission. Pour moi, ça avait été quelque chose d'émouvant. Bon, il y a des anecdotes très touchantes dont je me souviens dans d'autres domaines aussi. Il était un rabbin, un homme de Torah, mais pas seulement. Et pour nous, c'était un grand-père. Alors, je voulais raconter une toute petite anecdote drôle pour montrer quel était son esprit. Quand on était petit avec ma sœur, il nous a fait croire pendant quelques années, on devait avoir entre 4 et 8 ans, il nous a fait croire qu'il avait un chien dans sa maison de campagne. Il nous a fait croire pendant 2 années que le chien parlait, au point des fois de nous passer au téléphone et de prenait la voix du chien pour nous passer au téléphone. Et pour moi, c'est des petites choses comme ça, je raconte presque de façon improvisée, mais c'est des petites choses comme ça qui, chez lui, il avait un esprit, je dirais même espiègle, et il le reliait toujours avec la Torah, et il m'a appris aussi à décortiquer les mots de la Torah et à faire des jeux de mots avec, et moi, j'ai toujours gardé cet esprit-là, et je continuerai à garder. Est-ce que quand on est le petit-fils de Josie Eisenberg, est-ce que on arrive à plus facilement capter ou comprendre la complexité des textes si l'on s'inspire de la manière dont le grand-père les présentait à la télé? Probablement, c'est
une source d'inspiration et j'oserais peut-être même dire qu'il y a quelque chose de génétique dans la capacité, ou pas forcément génétique, mais d'acquis par la famille, dans la capacité à justement entendre des sons différents dans les mots et à prendre au vol des signifiants ou des choses, les guématriotes aussi, le compte des mots, c'est quelque chose qu'il a apprécié beaucoup et qu'il a intégré dans ses commentaires. Et oui, j'ai beaucoup tiré de lui et je ressens aussi une responsabilité dans la transmission qui était quelque chose de primordial pour lui. J'ai encore écouté une interview qui a été faite de lui il y a à peine quelques semaines, et où il disait que quand on lui a demandé c'était quoi pour lui la famille, et il a dit que c'était avant tout le lieu de transmission, et voilà, j'espère que la transmission saura se faire. Et même à ce sujet, je tiens à dire que j'ai eu le souhait l'année dernière de le rendre arrière-grand-père. Il a ma fille qui est une arrière-petite-fille, et je suis touché parce que il l'a rencontré avant de partir l'année dernière. On a fait une visite, et c'est aussi quelque chose qui est important, qu'il ait vu une génération en plus, une génération de plus, et voilà, c'est quelque chose d'important pour lui, la transmission, le passage du flambeau, et j'espère qu'on saura continuer à faire vivre la flamme dans la famille et de manière générale dans le peuple juif, à la hauteur de ce qu'il a voulu créer, construire et propager tout au long de sa vie. Merci beaucoup. Encore un tout petit dernier mot, oui. Si vous me permettez. Le jour de mardi matin, ça va être son enterrement, et il se trouve que ça tombe le jour de son anniversaire, non seulement le jour de son anniversaire en date en calendrier civil, le 12 décembre, mais également le 24 Kislev, qui était aussi la date de son anniversaire hébreu. Cette année, ça coïncide, la veille de Hanouka. Je trouve que c'est un symbole assez extraordinaire. On dit des fois que certains tzadikim, ils meurent et c'est le même jour. Alors c'est pas l'enterrement, mais je trouve quand même que c'est quelque chose qui est suffisamment marquant pour pouvoir en parler, le noter. Voilà. Merci beaucoup, Jonas Eisenberg, d'avoir été avec nous et de nous avoir livré votre très émouvant témoignage personnel de votre grand-père, le grand rabbin Josie Eisenberg, Zichrono Livracha. Merci à Michel Alouche d'avoir été avec nous. Merci au grand rabbin René Samuel Sirat d'être venu pour témoigner et pour exprimer son émotion après la disparition du grand rabbin Josie Eisenberg. Effectivement, comme nous le disait son petit-fils Jonas il y a quelques instants, les obsèques du grand rabbin Josie Eisenberg se dérouleront à Jérusalem mardi matin. On ne connaît pas exactement l'heure précise, mais ce sera probablement en début de matinée. Nous vous tiendrons au courant sur Studio Kalita, bien entendu, de l'heure exacte et du lieu des obsèques à Givat Shaul, au cimetière de Jérusalem, à Givat Shaul. Et merci à tous d'avoir été avec nous. Merci à Eliana de nous avoir aidés pour la production de cette émission, et à David Amara également. Nous terminons cette émission et peut-être en repassant, peut-être si c'est possible, un très rapide extrait du générique de cette émission mythique du grand rabbin Josie Eisenberg, La source de vie. Une émission qui a débuté en 1962 et qui existe aujourd'hui, qui est probablement la plus ancienne émission de l'histoire de la télévision française. Nous terminons avec quelques sons de ce générique de La source de vie, en hommage au grand rabbin Josie Eisenberg, qui nous a quittés dans la nuit de jeudi à vendredi à l'âge de 84 ans. Yehi Zichro Baruch. C'est la preuve vraiment.